processus de réalisation. Donc, je suis vraiment ouverte aux suggestions et commentaires puisque c'est un travail qui est en constant changement. Donc, tous les commentaires sont bienvenus. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'appelle « Expérimenter avec l'écho de la terre natale, réflexion sur une ethnographie de la production audiovisuelle ». Dans son récent article « Contemporary Fieldwork Aesthetics », George Marcus établit les ressemblances et dissimilitudes entre le terrain ethnographique et le processus de création d'espace du point de vue de la démarche artistique. Les anthropologues, suggèrent-ils, devraient s'inspirer de cette approche comme une manière alternative d'imaginer la rencontre qui caractérise le terrain ethnographique. Le projet ECHO, c'est un exemple concret d'un projet en cours qui utilise les outils technologiques de pointe pour explorer des dimensions de représentation et d'esthétique à l'intérieur d'une démarche ethnographique tout en empruntant aux arts visuels. Depuis Writing Culture et la crise de la représentation des années 1980 qui s'en est suivie, la majorité des développements expérimentaux s'est fait dans le domaine de l'écriture et de l'ethnographie. George Marcus ajoute que jusque dans les années 90, les anthropologues n'ont pas exploré de manière cohérente la notion d'esthétique par rapport au contenu ethnographique et qu'une appropriation radicale du visuel aurait le potentiel d'élargir les avenues de recherche. Ainsi, le projet ECHO, tel que je vous le présente aujourd'hui, promet d'investiguer les notions de représentation audiovisuelle à travers un processus intersubjectif qui repose sur l'utilisation de nouvelles technologies et plus la vidéocaméra HD, l'enregistrement du vidéo digital et le montage. Selon cette démarche, les technologies audiovisuelles comprenant la caméra et son digital ne sont pas utilisées comme de simples outils d'enregistrement. Elles sont en fait utilisées de sorte à favoriser le potentiel des approches exploratoires de la représentation et de la production d'images dans un contexte anthropologique. En d'autres termes, nous croyons que les technologies utilisées dans ce projet ethnographique nous permettront de développer et d'expérimenter de nouvelles aires de recherche jusqu'à présent sous-développées en anthropologie et dans les sciences sociales. Je présenterai le contenu et les objectifs de ce projet en cours, puis je discuterai des dimensions technologiques en relation avec cette démarche anthropologique exploratoire de production d'images et de sons. J'illustrerai ainsi le potentiel qu'offre l'utilisation de nouvelles technologies de captation en explorant les thématiques suivantes. Le rôle de l'anthropologue dans la création d'un espace virtuel de rencontre intersubjectif, ainsi que la dimension créative de son implication dans le processus par l'entremise des technologies, plutôt que l'anthropologue en tant que contemplateur et participant. Maintenant, je vais vous donner une idée de en quoi consiste le projet ECHO. C'est en janvier 2010 que Marie-Josée Proux, cinéaste indépendante et étudiante diplômée en anthropologie de l'Université de Montréal, et moi-même avons imaginé le projet ECHO. Ce projet ethnographique a pour but de permettre virtuellement à deux musiciens cubains, l'un vivant à Montréal et l'autre à Santiago de Cuba, de se rencontrer grâce au médium vidéo différé pour créer une pièce musicale originale. Un montage vidéo permettra l'intégration des deux musiciens dans un même texte audiovisuel, donnant l'impression qu'ils performent côte à côte sur la même scène. Ce projet relève du défi technique, entre autres choses, puisque ces problématiques de conditions d'éclairage, de son et de production doivent être identiques dans les deux contextes pour pouvoir jumeler les différentes images dans un même plan et ainsi créer l'effet des vidéos. Au moyen de notre caméra, nous proposons ainsi de provoquer une collaboration qui serait autrement difficile à réaliser, même à l'heure des technologies globalisantes comme nous connaissons. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, grâce au médium de l'Internet, les collaborations de création entre artistes séparés par de grandes distances sont devenues monnaie courante. Cependant, le cas cubain nous rappelle que l'accès à l'Internet universel est loin d'être acquis. Ainsi, même si une légère ouverture dans le domaine des télécommunications a été annoncée en mars 2008, par Raúl Castro, les Cubains résidant sur l'île révolutionnaire ont difficilement accès à ce moyen de communication et d'information. En plus des restrictions idéologiques qui compliquent l'accès général à Internet et aux autres sources d'information telles la radio et la presse écrite, des limites structurelles empêchent la mise à jour d'interconnexions qui demeurent dépendantes du câble téléphonique. Par conséquent, ces technologies désuètes limitent l'accès à plusieurs sites et plages d'information et de communication qui nécessitent des connexions à haute vitesse. De plus, les visites à l'étranger demeurent limitées
stimulation formelle provenant de l'extérieur. Ainsi, en créant un espace et un moment virtuel partagé, nous agissons en tant qu'entremetteuses entre deux acteurs qui n'auraient autrement pas eu la possibilité de collaborer ensemble pour la production d'une pièce originale. Le projet ECHO a été conçu en 3 phases qui ont comme objectif de nourrir la relation intersubjective entre deux musiciens. La première phase, qui a été réalisée en janvier 2010, consistait à enregistrer un musicien cubain vivant à Montréal, selon des paramètres sonores, d'éclairage et de contexte précis. Le trompettiste cubain Eduardo Sanchez, vivant à Montréal depuis plus de 12 ans, a accepté de participer à notre projet. Connaissant l'objectif principal de notre démarche, nous avons demandé à Eduardo de jouer des pièces originales ou des extraits de thèmes qu'il connaissait. Durant l'enregistrement à la Sala Rosa à Montréal, qui a duré plus de 3 heures, Eduardo a joué presque exclusivement des extraits de thèmes cubains connus tels la compasa. En vue d'accomplir l'effet visuel désiré, nous avons en plus demandé à Eduardo de prendre des pauses, d'écouter, de réagir, comme s'il y avait un musicien imaginaire qui jouait sur la scène à ses côtés. Grâce aux images recueillies lors de la phase 1, c'est d'autres photos que nous avons prises lors de l'enregistrement de la phase 1, nous avons réalisé, grâce aux images recueillies lors de la phase 1, nous avons réalisé le montage d'un clip de 1 minute et 21, durant lequel Eduardo interprète une série d'extraits musicaux ainsi qu'une section improvisée. Eduardo est seul sur scène, mais ceux qui visionnent le clip peuvent imaginer une présence invisible. Ce clip vidéo répond à 2 objectifs: se familiariser avec la technologie, puis développer un outil qui stimulera l'échange intersubjectif, contrairement à l'approche unidirectionnelle. Ce clip ne sera pas utilisé dans la production audiovisuelle finale, il demeure en quelque sorte l'outil de rencontre entre les deux musiciens. Alors maintenant, je vais vous montrer le clip qu'on a produit après la phase 1. On s'excuse pour les traces sur l'écran faites par quelqu'un d'étrange. Elles sont effacées. Juste une petite parenthèse, tout ça a été tourné en HD, donc là je sais que vous ne voyez peut-être pas la qualité du vidéo, mais ça a vraiment une qualité ultime par rapport à l'esthétique, la qualité de l'image et tout ça. Pour réaliser la deuxième phase du projet, nous nous sommes rendus à Santiago en juillet 2010. Nous avons présenté le vidéoclip réalisé avec Eduardo, de 1 minute 21 que je viens de vous montrer, à 5 musiciens. Une chanteuse, un flûtiste, une tresera, un joueur de bongo et un violoniste. Nous leur avons tous expliqué en quoi consistait le projet et leur avons indiqué que l'un d'eux serait sélectionné par Eduardo pour poursuivre la collaboration jusqu'à la phase finale du projet, ce qui implique la réalisation du produit audiovisuel intégrant les 2 musiciens. Nous avons demandé aux 5 musiciens de nous interpréter une composition originale qui serait potentiellement mise en dialogue avec une performance d'Eduardo. Une formule devait être conservée. Nous avons demandé aux musiciens d'interpréter des extraits de leurs pièces, de prendre des pauses, d'écouter et de réagir comme si Eduardo partageait la même scène. Les 5 musiciens ont été enregistrés au moyen d'une caméra Panasonic HD et 2 microphones professionnels externes. Chaque musicien devait répéter sa performance 8 fois,
ce qui allait nous permettre ultérieurement de modifier les plans de prise de vue. L'éclairage et la mise en scène ont été soigneusement contrôlés par une équipe de techniciens de Santiago de Cuba, travaillant au Teatro Cabildo, endroit où nous avons fait les enregistrements. Il n'est pas possible ici d'entrer dans tous les détails du processus entourant la phase 1 et la phase 2 du projet. Je désire cependant mentionner que ces phases font partie intégrante du terrain ethnographique de mon point de vue en tant qu'anthropologue, activement impliqué dans la production d'images et en interagir avec différents acteurs. Ce terrain ethnographique incorpore donc une pratique artistique à l'intérieur de sa méthodologie. Le terrain est ainsi repensé méticuleusement selon des conventions visuelles établies et imposées. La phase 3 du projet ECHO sera entreprise en janvier 2011. Elle consiste en une série de rencontres avec Eduardo, le trompettiste cubain basé à Montréal, et de l'enregistrement de sa performance finale. Nous lui demanderons d'entrer en relation avec le musicien de Santiago qui l'aura sélectionné après avoir fait un visionnement des 5 clips recueillis à Cuba. Il réagira musicalement en interprétant une réplique au musicien qui l'accompagne et physiquement en imaginant que cette personne et son instrument partagent la scène à ses côtés. Ainsi, en plus de nous permettre d'amasser le matériel pour la production du vidéoclip final, cette phase bouclera notre recherche de terrain. À ce jour, 5 axes d'investigation motivent la réalisation de ce projet. Premièrement, une ethnographie de la production d'images basée sur des stratégies d'investigation visuelle et sonore sera proposée. Deuxièmement, nous désirons nous pencher sur le rôle de l'anthropologue en tant que producteur ou agent social, plutôt qu'observateur participant. Conséquemment, nous nous interrogerons sur les implications éthiques, méthodologiques et théoriques d'une telle forme d'intervention dans la concrétisation de modèles alternatifs de terrain. Troisièmement, grâce au processus de production musicale ainsi qu'à l'œuvre originale créée par les musiciens mis en contact virtuellement, nous nous attarderons au concept de diaspora et de terre natale comme source d'inspiration. Nous pourrons ainsi développer les thèmes d'intersubjectivité visuelle dans le processus de création et d'improvisation musicale. Quatrièmement, la dimension de réception d'une production audiovisuelle née d'un montage exploratoire et présentée dans un contexte public sera investiguée. Enfin, la dimension technologique du processus de production de l'image, selon une approche ethnographique, nous intéresse plus spécifiquement ici et fera l'objet de la suite de cette présentation. Une sensibilité aux technologies visuelles a le potentiel de provoquer de nouvelles aires d'investigation en plus de relancer le débat sur la notion d'esthétique dans la démarche ethnographique. Il est à noter que, comme chercheurs, créateurs et cinéastes, nous sommes également en mode d'intersubjectivité avec les musiciens, d'où la constante redéfinition des axes d'investigation et du raffinement du projet au gré des rencontres. Le choix de l'appareillage technologique utilisé lors du terrain ethnographique peut être contraint par des limites budgétaires. Néanmoins, ces outils acquièrent un sens et construisent l'identité de celui ou celle qui les utilise, comme nous le rappelle Sarah Pink, dans le contexte du terrain ethnographique. Ces choix déterminent aussi comment l'anthropologue, l'audience et les musiciens interagissent avec les images produites. De plus, dans le cadre de notre projet, les technologies utilisées ont une influence directe sur l'objectif que nous nous proposons, soit de produire un espace unique et virtuel de création. 2 développements technologiques ont selon nous eu un impact majeur sur la production d'images mouvantes en anthropologie. L'enregistrement du son synchronisé depuis 1960 et la vidéo digitale. La caméra portable offrant l'enregistrement du son en synchronisation avec l'image a transformé l'esthétique du film dans le domaine de l'anthropologie, passant d'une narration superposée aux images et aux dialogues et entrevues à un style beaucoup plus spontané par un son en temps réel. Excusez-moi. La technologie digitale, quant à elle, a élargi les possibilités et les opportunités de support autres que le film. En d'autres termes, cette technologie permet d'expérimenter davantage sur la forme et le contenu de l'image et du son. Comme l'explique David McDougall, la technologie digitale permet de se pencher sur des idées anthropologiques grâce à une plus grande variété de formes expérimentales du médium vidéo. Il est faux cependant de croire que l'expérimentation apportées à ce médium sont une pratique nouvelle en anthropologie puisque le montage de pellicules filmiques et de vidéos implique à la base la mutation de données audiovisuelles brutes. Ce qu'offre la technologie digitale est l'étendue plus imposante de ces transformations ainsi que la relative facilité à appliquer ces changements à des coûts moindres. Et avec la technologie HD, c'est encore plus facile.
Ainsi, il y a une démocratisation de ce médium, rendant la production de films et autres textes audiovisuels plus accessibles et moins onéreuses. La manipulation de l'image et indirectement du spectateur demeure un sujet tabou en anthropologie, et ce, malgré la prise de conscience que le processus de montage implique une transformation majeure des données audiovisuelles brutes. L'intervention de l'anthropologue dans cette manipulation est aussi peu abordée. C'est la quête de la représentation du réel qui pousse plusieurs anthropologues à produire des films ethnographiques de type observationnel ou documentaire réaliste, adoptant une esthétique caractérisée par de longues pauses, donc un rythme lent où la caméra capte ce qui se passe. Les conventions filmiques qui ont la cote en anthropologie, du moins d'un point de vue traditionnel, soit le style observationnel et de type documentaire du réel, sont perçues comme conteneurs de sens et d'informations contribuant à leur manière au développement de la discipline. Il est vrai qu'on a souvent accusé l'anthropologie visuelle de côtoyer le monde des arts. Cependant, une esthétique du réel est généralement acceptée comme coïncidant avec les normes académiques de la discipline. Au contraire, les productions artistiques et expérimentales sont considérées comme n'ayant pas leur place en anthropologie. Sans vouloir élaborer davantage sur la critique d'une telle approche limitative, nous croyons qu'il est essentiel de souligner comment cette perspective influence la représentation esthétique de thèmes abordés en anthropologie. Notre démarche s'inscrit selon une toute autre vision. Plutôt que de vouloir rendre le réel, nous nous attaquons d'emblée à la transformation de l'image en considérant sérieusement le potentiel qu'offrent les nouvelles technologies pour le développement d'une anthropologie de la production d'images et de sons. Les effets spéciaux, les filtres et autres techniques de transformation d'images et les effets visuels de post-production lors du montage permettent de questionner l'approche méthodologique et théorique en anthropologie. Comme Jacqueline Fuchs, nous croyons qu'une attention particulière à cette transformation digitale permettra de révéler un choix délibéré d'une esthétique ethnographique. L'outil filmique nous permet ainsi de créer un espace dans lequel l'anthropologue est directement et consciemment impliqué dans la production de sens. Et de plus, au même sens où l'anthropologue, par son travail de cueillette de données sur le terrain, permet de faire surgir les métadonnées jusqu'alors demeurées invisibles, notre technique permet de rendre palpable l'aspect d'isolement qui fait de l'autre une fenêtre sur l'extérieur. Certes, les technologies digitales ont le potentiel de promouvoir la création d'une large variété de textes audiovisuels en anthropologie. Cependant, il y a un besoin de franchir les frontières qui divisent l'art de la science pour ainsi développer une approche de recherche unique de l'image et du son dans notre discipline. Cela implique de développer de nouvelles stratégies méthodologiques et d'études de terrain qui franchiront les frontières de l'art et de l'anthropologie. Le projet ECHO propose une telle démarche novatrice car le processus de production devient le terrain impliquant l'anthropologue, l'équipe de production et de logistique et les musiciens. En d'autres termes, l'espace de création devient le terrain sous introspection. Maintenant, je voudrais élaborer un petit peu sur la dimension relationnelle du projet qui va me permettre de faire un lien avec le domaine des arts visuels. Donc, jusqu'à aujourd'hui, très peu d'anthropologues se sont appropriés les possibilités que peuvent procurer la vidéo comme le font les artistes visuels qui interviennent avec la dimension exploratoire de la production d'images et de sons. Concrètement, cette appropriation du visuel implique que l'anthropologue s'engage dans la manipulation de l'image en tant que telle. Intervenir sur l'image et le son comme faisant partie d'une étape clé d'un processus d'investigation soulève néanmoins plusieurs interrogations, tant au niveau de l'approche ethnographique et de son esthétique que du rôle de l'anthropologue en tant que simple observateur, sans mentionner les enjeux éthiques que cette approche soulève. Et pourtant, depuis toujours, même le style documentaire observationnel contient une forme d'édition, de scénarisation en vue de la captation et même d'expérimentation. La manipulation du visuel nécessite des connaissances techniques qui doivent être développées en relation avec un désir de création et de dialogue. De là l'approche relevant de la démarche artistique. La technologie devient donc un moyen utilisé par l'anthropologue pour intervenir à la fois dans la production d'un espace de création, un espace qui devient le terrain ethnographique. Selon cette perspective, nous empruntons la démarche de l'art relationnel telle que définie et développée par Nicolas Bourriaud dans son livre Esthétique relationnelle. Ici, Bourriaud définit l'art relationnel comme l'ensemble de pratiques artistiques qui prennent comme point de départ théorique et pratique l'ensemble des relations humaines et leur contexte social plutôt qu'un espace autonome et privatif. Les pratiques relationnelles s'expriment entre les sujets sociaux, les artistes, les membres du public et tout autre acteur qui contribue à la réalisation du processus artistique.
Dans ce sens processuel, ces relations deviennent le travail artistique en tant que tel. Bourriaud rapporte que les artistes contemporains ne s'attardent plus seulement à créer des utopies, mais à construire des espaces concrets. Le projet ECHO s'inscrit dans cette tendance en considérant les nouvelles technologies comme des outils d'approche et de concrétisation d'un espace partagé par plusieurs acteurs, incluant l'intervention de l'anthropologue. C'est la production de cet espace virtuel, mais qui est à la fois concret, qui nous pousse à utiliser un ensemble de technologies et de manipulations de post-production spécifiques. Ces espaces concrets, en empruntant toujours à l'œuvre de Bourriaud, deviennent, et je vais lire la citation ici, donc ces espaces concrets deviennent des espaces-temps relationnels, des expériences interhumaines qui s'essaient à se libérer des contraintes de l'idéologie, de la communication de masse. En quelque sorte, des lieux où s'élaborent des socialités alternatives, des modèles critiques, des moments de convivialité construite. L'espace de création audiovisuelle qui sera produit par le projet ECHO n'est pas encore complété puisque c'est seulement à la 3e phase du projet que nous unirons les 2 acteurs dans un produit audiovisuel commun. Nous posséderons dès lors une vision globale de l'essence même de cet espace. Cependant, il est bien entendu que le produit visuel final importe peu, vu à l'expérience du processus méthodologique développé. Il agit plutôt comme trace du processus relationnel. De plus, la réalisation du produit final n'est qu'une étape de plus dans la mise en public de la production, puisque c'est au moment de sa réception que le texte atteindra de nouveaux signifiants. La réalisation des phases 1 et 2, étape essentielle à la création du lieu virtuel, nous permet donc d'élaborer sur les éléments émergents de notre démarche méthodologique qui emprunte à la pratique artistique dite relationnelle. Cela signifie que c'est dans la rencontre entre l'anthropologue et les acteurs, mais aussi dans la convivialité construite de tous les acteurs, pour reprendre les termes de Bourriaud, que l'expérience du ressenti génère des connaissances. Dans son article « Evocative Encounters » de Terra Medjalan, cet article appuie cette approche en suggérant que les connaissances anthropologiques émergent dans la rencontre et la relation instituée entre le photographe et le sujet photographié, qui peut être dans les 2 cas l'anthropologue. En intervenant dans la production d'un espace de relation et de création virtuelle, nous nous positionnons face à une série de relations qui émanent du sens et du ressenti. C'est donc dans l'échange intersubjectif entre les musiciens, entre l'anthropologue et les musiciens, et entre tous les acteurs impliqués dans le projet, donc les techniciens, coordonnateurs, collaboratrices, etc., que notre approche méthodologique prend forme. En ce sens, notre démarche ethnographique emprunte au domaine des arts visuels et conséquemment le rôle de l'anthropologue en est transformé. Des éléments traditionnellement exogènes à la discipline y sont intégrés. Plus qu'un participant observateur, nous devenons des anthropologues créateurs. Nous cartographions l'espace de rencontre. Il y a donc une transposition de l'anthropologue comme participant observateur vers un rôle d'agent social. Il est à noter que le rôle de prise d'action sur le lieu de terrain n'est pas un fait nouveau à l'intérieur de notre discipline, comme le suggère George Marcus, lorsqu'il se réfère à l'idée de l'ethnographie comme acte de performance, ou ethnography as performance. Les projets que l'on qualifierait d'indigenous media, mis sur pied par des anthropologues qui fournissent les outils technologiques et autres aspects faisant partie du processus de création pour favoriser la production de textes audiovisuels, par exemple le projet Kayapo et le projet de film Navarro, font aussi appel au rôle de l'anthropologue en tant que concepteur et intervenant. Ils peuvent donc aussi servir d'exemple de terrain dans lequel l'intervention de l'anthropologue est notoire. Le livre « Remembering the Present » de Jonas Fabian procure un autre exemple dans lequel l'anthropologue est l'initiateur d'une œuvre artistique et, dans ce cas, historique. Dans ce livre, Fabian rapporte un échange qu'il a eu avec un artiste dans lequel il l'a encouragé à peindre l'histoire du Zaïre. En fait, l'idée de l'anthropologue comme étant activement impliqué dans la création d'espaces à l'intérieur desquels des acteurs s'expriment, fait partie d'une stratégie de collecte de données qui est passablement commune. Les groupes de discussion ciblés sont un exemple de méthode de recherche utilisée qui contribue à la mise en scène d'un espace de rencontre qui n'aurait pas eu lieu spontanément. Cet espace est donc créé par l'anthropologue. Ce qui est spécialement novateur dans le projet ECHO, c'est l'utilisation et le perfectionnement de nouvelles pratiques technologiques fondées sur une considération sérieuse et contemporaine de l'art et de ses processus de création comme approche méthodologique exploratoire de terrain ethnographique.
une approche qui demeure jusqu'à aujourd'hui marginale et marginalisée à l'intérieur de notre discipline. Cette approche méthodologique implique une nouvelle reconfiguration de l'expérience du terrain ethnographique qui devient en quelque sorte un espace d'exploration. En effet, selon une telle approche méthodologique, ce n'est donc pas seulement l'étude de la performativité et de l'agency des objets ou des sujets de recherche de l'anthropologue qui prime, mais aussi des pratiques visuelles de celles-ci. En d'autres termes, le rôle de l'anthropologue se définit en tant qu'intervenant et agent plutôt qu'observateur impliqué. Je désire maintenant m'attarder à un thème de notre recherche qui s'est démarqué dès la deuxième phase de notre projet, dès le tout début, en fait, de la première phase. L'un des objectifs principaux de notre projet est la création d'un espace de connexion entre les sites, non seulement entre le local et le global, mais entre deux espaces performatifs. Bien que l'espace créé soit dépourvu de saveur locale, les deux musiciens étant positionnés sur une scène obscure, leur identité commune, soit musicien et cubain, s'exprime fortement à travers la performance d'une cubanité musicale. Pour illustrer ce point, nous donnerons l'exemple du violoniste Abel Giovannis Aranda Morales, qui est le directeur de l'Orchestre symphonique de Santiago de Cuba, qui a participé à la deuxième phase du projet ECHO à Santiago en juillet 2010. Étant un musicien classique de calibre professionnel, il n'est pas surprenant qu'Abel se soit sérieusement prêté à l'exercice de composer une pièce musicale qui répondrait à la performance et au style d'Eduardo. Nous avons montré le vidéo d'Eduardo à Abel, donc le vidéo de la phase 1 que je vous ai montré en premier, au tout début, et lui avons expliqué les fondements du projet. 2 jours plus tard, après notre première rencontre, Abel s'est présenté au théâtre pour l'enregistrement en nous remettant une composition qu'il avait terminée le matin même. Le titre de la pièce, Recuerdos, qui veut dire souvenir, nous transpose directement dans l'expérience diasporique et dans la mémoire ressentie. Abel s'est imaginé être dans la peau d'un expatrié, en identifiant des formes musicales qui lui rappelleraient sa ville natale s'il vivait à l'extérieur de son pays. Avant l'enregistrement, Abel nous explique que sa pièce fait ressortir les traits musicaux propres à la tradition musicale de sa ville. Bien que selon notre perspective d'amateur en matière de théorie musicale, ces traits demeurent difficiles à identifier concrètement, Abel nous a confirmé son intention d'accentuer l'essence propre du carnaval et de la rumba, 2 traits tout à fait en symbiose avec la nature de ce qui constitue l'essence musicale cubaine. Les crescendos utilisés par le compositeur, mais aussi la nostalgie qui s'y détache, caractérisent cette pièce ainsi que la performance du musicien. Donc Abel a réagi directement au clip d'Eduardo que nous lui avons présenté. Alors, là, je vais vous présenter un clip qui est vraiment... on n'a fait aucun montage, donc je vais vous présenter, ça dure environ une minute, moins, du clip, de la réaction d'Abel face au clip d'Eduardo. Peut-être qu'on va les lumières. On m'entend à la fin dire OK, on va reprendre parce que c'était durant une tempête tropicale et on avait entendu le tonnerre dans l'enregistrement. Bien des détails de cette rencontre demeurent à être explorés, mais l'aspect relationnel de cette rencontre est souligné. C'est l'outil audiovisuel du projet et l'objectif du projet qui a aidé à composer cette pièce unique. En sachant qu'Eduardo s'inspirerait de sa pièce pour la création de la phase ultime du projet, Abel était convaincu que des éléments musicaux représentant l'essence de l'identité cubaine partagée par les 2 musiciens
promouvrait un échange reposant sur des bases identitaires communes. C'est la mise en scène du projet par le médium vidéo qui nous permet de produire cet espace relationnel et virtuel de création avec une nouvelle esthétique visuelle ethnographique. La complétion du projet nous permettra de nous pencher plus profondément sur les questions de méthodologie et de contenu qui émergent de ce projet. D'ici là, il est clair que la composante technologique demeure pour nous une considération majeure puisqu'elle guide et influence notre expérience du terrain, la rencontre des deux musiciens ainsi que la réception du produit. La production d'un espace virtuel de création intersubjectif entre deux musiciens tel que décrite aujourd'hui est réalisable grâce à la manipulation d'une gamme d'outils technologiques de communication tels que la caméra vidéo. Cette approche pourrait appartenir au domaine des arts visuels dits relationnels. Nous suggérons cependant que notre démarche émerge d'une intention anthropologique basée sur une manipulation des technologies et sur une sensibilité et une ouverture aux possibilités qu'offrent les dimensions artistiques qui y sont rattachées. Les technologies et la mise en scène du projet ECHO nous permettent d'approfondir et de mettre sur table des composantes concrètes de ce que pourrait constituer une ethnographie de la production d'images et de sons. Nous suggérons aujourd'hui que cette ethnographie reposerait sur l'adaptation, l'utilisation et la manipulation de l'outil vidéo, incluant la dimension sonore. Dans son livre Art Practice as Research, Graham Sullivan explique que l'aspect relationnel de la recherche artistique se retrouve dans son pouvoir de transformation. Le projet ECHO, tel que dévoilé aujourd'hui, est un exemple d'une démarche qui tente de franchir les frontières posées par une vision rigide de l'anthropologie et des arts visuels. Nous croyons que ce projet démontre un potentiel caché de réarticulation de certaines dimensions propres à notre discipline, telles que la nature du terrain ethnographique, l'expérimentation comme formule méthodologique et le rôle de l'anthropologue dans la production des connaissances. L'implication directe des anthropologues dans l'utilisation de nouvelles technologies est d'autant plus stimulante car elle soulève le thème de l'esthétique comme contenant et contenu des textes produits. La dernière phase du projet ECHO, qui sera terminée en janvier 2011, permettra aux anthropologues impliqués de se questionner sur le pouvoir de transformation d'un tel engagement et sur les nouvelles aires de recherche qui en émergent. Merci beaucoup.